On cherche tous à séduire. Mais quand on est privé de la vue, l'outil par lequel se passe principalement la séduction, comment fait-on ? Thierry Bergère, psychologue non-voyant, connaît bien la problématique. Il nous guide dans cette quête du sens de la séduction. En principe, quand on est dans un processus de séduction, tout commence par la vision. Et donc, il va falloir qu'il mette en place des stratégies de séduction qui vont reposer, en particulier, sur tous les autres sens. Et puis sur des choses comme la parole, comme le discours, et puis des choses comme le fait d'être capable de jouer d'un instrument de musique, etc., qui vont compenser, entre guillemets, au moins dans leur esprit, le moins du handicap, en y opposant un plus ailleurs. Rendez-vous à Paris pour une première rencontre avec Romain, non-voyant depuis l'âge de 8 ans, et ses musiciens. Wake up and dream, ça veut dire lève-toi et rêve. Sauf que moi, j'ai horreur de l'impératif. Alors quand on me dit lève-toi et rêve, je m'assieds et je joue. Romain, il est très séducteur, il peut charmer les gens. Effectivement, il a le côté écrivain, musicien, non-voyant. Oh, je pense que c'est un secret pour personne de savoir que parler à l'oreille des femmes sans forcément regarder ses qualités ou ses défauts, ça peut toucher une femme particulièrement. Par exemple, le fait de ne pas être jugé physiquement, pour une femme, je pense que c'est une barrière qui saute complètement. Et je pense qu'il parle très bien avec les femmes et il les écoute très bien. Étymologiquement, la séduction, c'est conduire à soi. Pour les aveugles comme pour tous les autres, on arrive avec ces atouts qu'on survalorise et puis ces handicaps qu'on essaye autant que possible de minimiser tant que c'est encore possible, quoi. Histoire de... Voilà. La beauté, c'est les autres. C'est sûr aussi. Et on n'a pas du tout envie, effectivement, on n'a pas du tout envie d'être avec quelqu'un dont on se dit, c'est normal, c'est l'aveugle qui l'a eu, personne d'autre en aurait voulu, quoi. C'est évident. Moi, en tant qu'époux aveugle, je me rendais compte, notamment de par les interactions que ma femme avait avec les autres hommes autour de nous, que effectivement, c'était une très jolie fille. Et pour avoir une jolie fille, rien de tel qu'un beau discours. Pour Romain, qui est aussi écrivain et qui a donc l'habitude de manier les mots, c'est un exercice facile. Le téléphone, c'est par excellence le lieu du verbe, qui est un lieu dans lequel je me sentais à l'aise et dans lequel je me sentais à la fois séduisant et séduit pour peu que la personne qui m'intéresse ait des choses à dire, etc. Enfin, je me sentais une espèce d'agilité rhétorique qui faisait que oui, le téléphone était une arme qui me plaisait bien. Ouais. Donc j'ai beaucoup dragué par téléphone. Oui. Là-dessus, ça aussi, c'était un objet de rigolade avec les copains, parce que je leur disais non, faut essayer souvent pour y arriver parfois. Hein. Donc non, j'étais loin d'arriver systématiquement à mes fins. Mais effectivement, comme j'essayais beaucoup, j'y arrivais quand même souvent. Élise, je l'ai rencontrée à un séminaire qu'elle animait à la Sorbonne, tout ça, donc elle était dans le rôle de celle qui est sur l'estrade, donc celle qu'on convoite, enfin celle qui est au cœur de l'action le jour où je l'ai rencontrée. Et puis voilà, puis on s'est vu après ce séminaire. Il se trouve que Élise, pour la nommer, m'a dit qu'elle écrivait, que je lui ai dit que j'écrivais des livres, que j'avais moi-même publié un livre. Donc je me suis retrouvé à mon tour dans une position somme toute très valorisante, parce que pour des gens qui ont envie d'écrire, voilà. Mais ça, à la limite, c'est de l'écume, quoi. C'est de la poudre aux yeux. Dans le meilleur des cas, ça nous aurait valu 2 nuits, cette affaire-là, quoi. Après, c'est autre chose. On s'est écrit très vite, parce que Élise m'a envoyé des textes que je lui en ai envoyés. Et donc la correspondance a eu un très grand rôle entre nous au début. Mais c'est la même chose, quoi. C'est une façon de jouer, et donc de jouer, oui, sans se voir, quoi. Élise et Romain sont aujourd'hui mariés et parents d'un petit garçon. Les doutes du début sont bien loin. J'usais de mes armes de dissuasion massive, là,
Voilà, je disais à Elise que je pensais qu'elle mesurait pas dans quoi elle s'embarquait, sans doute en exagérant un peu l'ampleur du drame d'ailleurs, mais voilà, quoi, en lui disant que en aggravant un peu mon cas, je lui disais qu'elle avait déjà 2 enfants, qu'avec moi elle en aurait 3, ce qui est pas tout à fait vrai, mais malgré tout, si, il y a quand même un peu tout ça, et je voulais quand même qu'Élise mesure aussi que derrière le côté séduisant et charmant, il y avait le type dont il faut lire le courrier, faire la déclaration d'impôt, enlever les taches sur les chemises, enfin voilà, quoi. Il y a tout ça aussi qui existe. J'avais l'impression qu'elle prenait tout ça avec une légèreté dont j'ai fini par comprendre qu'elle n'était qu'une des facettes de ce dynamisme fondamental qui est le sien, quoi. Je dis pas que c'est aussi sans importance que avoir les cheveux blonds ou pas de cheveux, etc. Mais malgré tout, j'avais pas l'impression que ça faisait partie de ce qui pouvait m'attirer ou pas. Enfin, ça faisait partie de sa personnalité, en fait. C'était un attribut important, mais qui était pas déterminant. Mais il peut m'arriver même d'oublier. Enfin, voilà... je pourrais très bien, un jour, lui montrer une photo, etc. Enfin, voilà, je pourrais oublier, quoi. Enfin, pour moi, c'est vraiment... Enfin, j'y pense plus du tout. Anne-Sophie est malvoyante de naissance et non-voyante depuis l'âge de 20 ans. Chaque semaine, elle retrouve sa mère et sa sœur pour une grande journée shopping. Oui, celle-là, elle est belle. Ah oui, c'est la même forme que celle-là. Non, parce que les manches sont courtes. C'est des manches courtes. Et là, le fond est jaune. Ah ouais, elle est canon. Et elle a des petites fleurs, pareil, écrues, mais avec un petit centre un peu fuchsia. Elle est belle, celle-là. Et des petites feuilles dorées dessus. Et alors, jaune poussin ou jaune moutarde? Non, c'est plutôt jaune moutarde. Jaune moutarde. Je pense. Ouais, Ouais, hein. jaune moutarde. Ah, la combi short, j'adore. Regarde. Mais elle est... T'en as pas une bleu marine? Elle est bleu marine. Hein. J'en sais rien, moi. Bah, elle est bleu marine. Bah, elle est trop belle. Ouais. Je joue le jeu de ce monde de voyants où l'apparence est importante. Je ne suis pas sûre que si j'habillais mes fils n'importe comment, on me ferait confiance en tant que maman. Je ne suis pas sûre que si moi j'arrivais avec des cheveux qui n'étaient pas coiffés et des vêtements qui étaient tachés ou pas coordonnés, je ne suis pas sûre que ça passerait de la même façon. Mais c'est important pour moi de choisir les vêtements de Franck parce que si je le faisais pas de toute façon, ça me plairait pas qu'il soit mal habillé aussi. C'est mon mari, je veux qu'il soit beau. Et si l'apparence compte, les outils stigmatisants ne sont pas toujours bien acceptés. Une des conséquences qui est assez fréquente, je veux dire, de par cette peur un peu de ne pas séduire, c'est le refus des outils palliatifs et en premier lieu, le refus de la canne blanche, parce que c'est quelque chose qui va être stigmatisant. Et ils vont penser, à tort ou à raison, que le fait d'avoir une canne blanche dans les mains va donner d'eux une image qui ne sera pas séduisante. La canne blanche, c'est quelque chose de difficile. Alors après, en voyant plus du tout, j'ai pas eu le choix. Hein. C'est comme tout. Mais en voyant mal, c'est très compliqué. Vous avez un peu la sensation d'être une bête furieuse qui débarque de nulle part et les gens ne savent pas comment réagir face à vous avec cette canne et c'est repoussant pour les gens. Très souvent, quand on travaille avec ces adolescents et qu'on arrive à leur faire comprendre que c'est pas parce qu'ils sont aveugles ou qu'ils sont malvoyants qu'ils ne seront pas en mesure de séduire un petit copain ou une petite copine, quand ils arrivent à intégrer au plus profond d'eux-mêmes cette chose-là, eh bien mécaniquement presque, on observe qu'ils se mettent à mieux accepter ces outils qui les stigmatisent, comme la canne blanche, comme le braille par exemple, ou comme le fait de sortir une feuille écrite en très gros caractères devant des camarades dans la classe par exemple. C'est super intéressant des fois de pas voir parce que moi je trouve des mecs très beaux alors qu'apparemment ils le sont pas forcément physiquement mais ils dégagent quelque chose. Je pense que j'ai un peu cette faculté d'avoir un petit radar. Alors des fois c'est fatigant mais j'arrive quand même à percevoir très 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 vite les personnes et je ne suis pas parasitée par le physique. Quand je rencontre quelqu'un, c'est tout de suite d'autres choses qui se dégagent, la voix. Et j'arrive vraiment avec la voix et l'attitude à percevoir beaucoup de traits de caractère
Quand on a eu nos premiers échanges professionnels, il m'a tout de suite interpellée dans sa façon de travailler, dans ce qu'il dégageait. J'ai déjà senti une extrême générosité de sa part, énormément d'altruisme. Et bon, j'ai quand même demandé le soir à ma maman, en l'occurrence, qui venait me chercher à la fin de mon stage, innocemment, comment il est, lui, physiquement Là. Ok. T'as vu toutes les... Tout quoi? On a le noisetier, tu Je vois. me décale. Ouais, t'as raison de te décaler, hein, parce que maman, elle est pas... Et... One shot. Alors? Attends, laisse-moi compter. Moi, il y a un truc qui fonctionne pas avec moi, c'est les regards. Ça, je sais pas faire. Donc, je peux absolument pas capter le regard de l'autre. Et quand il y a beaucoup de monde, c'est comme ça que ça se passe. Je vais pas sortir du lot au milieu de monde, c'est impossible. Mais je vais surtout pas sortir de l'eau en boîte de nuit. Comme j'ai aucune notion d'où je suis, ni dans l'espace, ni à côté de qui, ni quoi que ce soit, c'est un peu... Je t'ai déjà surprise à draguer quelques mecs à côté. Il y a déjà une anecdote comme ça où Franck, il est pas du tout boîte de nuit. Bon, c'était au début qu'on se connaissait, parce que maintenant je t'y emmène plus parce que je vieillis aussi. Et quand on y allait, moi je dansais avec mes copines et Franck était assis à moitié en train de comater dans les fauteuils. Et il y a une fois, tu m'as capté. En fait, il y avait un mec qui pensait que je le chauffais et je le chauffais pas du tout. Je savais juste pas qu'il était en face de moi, quoi. Et c'est vrai, hein? Oui, ça. Il a eu un grand moment de solitude. Du coup, Franck est venu me chercher. Franck est venu me chercher par le bras. Puis le mec, il s'est trouvé tellement con parce qu'il s'est rendu compte que je voyais pas. Anne-Sophie est kinésithérapeute. Depuis 1 an, elle exerce sa profession au service de réanimation pédiatrique du CHU de Lille, sous la direction de Stéphane Dieu. C'est une kiné qui est très expérimentée, qui arrive à compenser son handicap visuel très facilement. C'est vrai qu'elle met les gens à l'aise en quelques secondes. Donc ça, c'est vrai que ça fonctionne plutôt bien, même s'il y a toujours un petit peu de recul au démarrage lorsqu'on la connaît pas, lorsqu'on la voit la première fois. Donc ça, c'est assez bluffant. Et c'est vrai que la plupart des gens qui la connaissent pas sont toujours très surpris de ses capacités déjà relationnelles et techniques surtout. Après, je t'ai dit un peu sur la partie technique, mais on est sur une prise en charge où les parents sont très présents, très inquiets. Donc je pense que l'aspect, d'arriver d'avoir une bonne apparence physique, d'être rassurant, ça joue forcément dans la relation de confiance, la relation qu'il y a. Quand Anne-Sophie est dans la pièce, il y a de la bonne ambiance et ça se passe bien. Et je pense qu'il y a aussi elle a dépassé tout ça. Elle se dit, moi, considérez-moi comme tout le monde, comme les autres. Et et mon handicap, je le mets de côté, quoi. Je vais être considéré comme les autres. Une fois, on discutait le matin avec ma collègue et moi, j'ai des lunettes parce que je suis presbyte. Donc, elle se moque un peu de moi parce que je vieillis. Et je lui dis tout naturellement, et je lui dis, mais à toi aussi, ça t'arrivera un jour. Et elle me dit, bah non. Voilà. Casse-couille, moi j'ai dit casse-couille peut-être, mais pas presbyte. Comme Romain, Anne-Sophie a réussi à faire oublier son handicap à tout son entourage, et cela force l'admiration. Mais qu'en est-il lorsque la personne qui partage votre vie est aussi déficiente visuelle? Probablement qu'entre déficients visuels, au moins déjà, il y a une compréhension. C'est-à-dire qu'il n'y a pas déjà ce travail préalable d'explication, de montrer que c'est pas parce qu'on est aveugle qu'on n'est pas capable de faire telle et telle action dans la vie quotidienne, qu'on n'est pas capable de voyager, d'éprouver du plaisir, d'élever des enfants, d'accomplir des tâches ménagères, etc. Bruno, chanteur dans un groupe et animateur de chorale, est très malvoyant de naissance. Il vit avec Valérie, non-voyante depuis l'âge de 8 ans. Une chose qui est admirable, c'est qu'elle arrive à se maquiller sans y voir. Alors c'est un truc, je sais pas comment elle fait. Alors moi j'aime bien être belle pour l'extérieur, mais surtout pour mon mari. Je sais que quand on sort en couple et que tous les deux on est beaux, je sais qu'il y a des gens dans la rue, même dans les magasins, qui disent « Oh, vous faites un beau couple !» J'ai toujours dit, je me marierai jamais avec un non-voyant ou un déficient visuel. Toujours, hein. Que je disais toujours à Bruno, il me dit, mais si tu m'avais connu à 20 ans, est-ce que tu serais migré avec moi? Je dis, non. Que j'ai toujours dit, je me mettrai jamais avec un aveugle. Et maintenant, je me rends compte qu'ayant tous les deux le même handicap, on a une autre approche de la vie.
Ah, maintenant, il y a aussi une chose aussi qui est incroyable aussi dans la séduction, c'est le chien. Quand j'allais à la Cannes, à ma chorale, personne venait me dire bonjour, ou une ou deux personnes. Ouais. Je suis arrivée avec mon gros éole, mon premier chien guide à la chorale, ils m'ont tous sauté dessus. Pour te guider sur le chemin, la liberté prend aucun chien. Pour avancer dans son valide, plein de dangers, prends un chien guide. Moi, j'ai l'impression qu'ils font faire plus que quelqu'un de valide. Mais à la fois, comme j'ai jamais été valide, peut-être je me trompe. On a toujours l'impression que le handicap, il faut l'effacer pour pouvoir séduire. Et à mesure que je prends de l'âge, je pense que c'est peut-être pas le cas. Mais j'ai pas encore la réponse. Mais c'est difficile de savoir s'il faut faire plus d'efforts. Moi, j'ai l'impression que oui, en tout cas. Parce que sinon, je pense que j'aurais séduit plus de filles si j'avais eu la vue. J'ai toujours été frappé par, alors d'abord par le fait que systématiquement les élèves avec qui je travaille, qui sont essentiellement des adolescents et des jeunes adultes, systématiquement, il n'y a pas une exception, à un moment ou à un autre, ils me le demandent, monsieur, est-ce que vous êtes marié ? Et alors c'est assez rigolo parce que très souvent, il y a des questions qui suivent et qui illustrent bien les clichés, les représentations très souvent que ces gamins ont en tête et que la société, que leur environnement familial, parental leur a mis parfois en tête. Un jeune garçon, par exemple, qui me disait « Mais vous êtes marié, mais alors votre femme, elle est aveugle ?» Et je lui dis « Mais non, ma femme, elle n'est pas aveugle. » Ah bon, ça, déjà, c'est mystérieux. On peut se marier avec une femme voyante, mystère. Mais alors votre femme, alors elle n'est pas jolie. Si, ma femme, elle est très jolie. Ah bon? Alors elle n'est pas intelligente. Je sais, ma femme, si, elle est extrêmement intelligente. Ah bon? Alors elle est de la campagne. Dans son esprit, être handicapé amenait forcément le fait qu'on allait avoir tôt ou tard un conjoint handicapé aussi. Et s'il n'était pas handicapé, c'est forcément qu'il y avait une tare ailleurs, quoi. J'ai déjà été avec des femmes voyantes. Ça m'a d'ailleurs étonné qu'une fille voyante veuille de moi. C'est sûr, la fille qui était attirée par moi avant que moi je sois attiré par elle. Donc c'était un truc qui m'a beaucoup étonné. J'ai dit tiens, ah ouais, quelqu'un de valide quand même. Ah ouais, c'est étonnant. Donc ça m'a mis en confiance aussi que quelqu'un de valide pouvait sortir avec quelqu'un qui avait un handicap. Élodie connaît bien Bruno. Ensemble, ils sillonnent la région de Montpellier pour des séries de concerts avec leur groupe. Au début, quand on arrive sur place au niveau des employeurs, ils nous regardent un peu bizarre. Ouais. C'est vrai. Hein. Bon, quand il y a des déficients visuels, il se dit oh là là, qu'est-ce que ça va donner ça? Qu'est-ce qu'il va faire? Et après, sa voix efface son handicap carrément. Et puis les lunettes aussi. Les lunettes, c'est vrai que tu les as mis dans l'émission N'oubliez pas les paroles. Voilà. Et c'est vrai que. Du coup, après, je suis resté avec les lunettes. Je me suis dit aussi que c'était important parce que. J'avais pas envie que les gens en oublient son talent et l'observent, par exemple. Comme une bête curieuse. Voilà. Ouais, problème aux yeux et tout, on le voit. Et justement, ça fait vraiment... Ouais, il chante super bien, mais mais t'as vu les yeux? Voilà. Ouais, c'est ça le truc, en fait. Parfois, il en joue aussi de son handicap. Oui, j'en joue. Alors, des fois, il le grossit. Si je chante Gilles Montagnier, je vais imiter Gilles Montagnier un peu. Je vais chanter comme lui ou faire... Au piano ou dans les super, ouais. C'est ça. Donc Gilles Montagnier est très exubérant dans ses prestations. Et les gens, ça leur plaît. Tape dans les mains et tout. Il s'y attendait pas. Qu'est-ce qu'il fait donc c'est rigolo. Donc il en joue vraiment de son handicap. C'est vrai que faire rire, c'est quelque chose, c'est un atout. Quand on a de la bonne humeur et quand on fait rire, et quand on a une voix aussi qui est sympa, on en joue. On en joue de la voix, mais oui. Valérie, j'ai pas trop passé par la voix. Quoique. D'ailleurs, elle m'avait dit au téléphone avant que je l'appelle, elle me dit attention, j'ai un petit défaut de langage et tout. Et j'ai trouvé ça super mignon. Et ça m'a pas séduit, mais ça m'a attendri un peu, ça m'a j'ai trouvé ça super mignon. Pour moi, je pense que la séduction, elle est dans le naturel. C'est pour ça que je trouve pas les hommes politiques séduisants, ou les femmes politiques. Bien sûr, elles sont pas là pour nous rendre amoureux. Mais la séduction, ce n'est pas que l'amour, c'est la séduction, savoir séduire un auditoire par la parole, par une façon d'être, une façon de parler. Corentin, étudiant en 2e année d'histoire à l'université de Lyon, est très malvoyant depuis l'âge de 11 ans. Pour lui, la séduction n'est pas chose facile, en amour, mais aussi en amitié. Je dis rarement à quelqu'un que je rencontre tout de suite si
que je vois mal. J'ai pas envie que ça me définisse, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que je veux pas que mon handicap soit ma personnalité. La plupart du temps, c'est que du coup, ça engendre un changement de comportement chez la personne, un changement aussi de perception de moi-même. C'est-à-dire que la plupart du temps, du coup, on commence à me voir à travers ma cécité, à travers mon handicap, et plus en tant qu'étudiant. Je change de statut, entre guillemets. Si je le dis pas tout de suite, justement, le problème, c'est qu'il se pose des problèmes sociaux, de compréhension de mon handicap et de ce que je peux faire et de ce que je peux pas faire. Et par exemple, je sais pas, il y a un mois, là, pareil, je suis sorti d'une soirée et avec un gars qui m'avait pas parlé de l'année. Et on en a parlé, je lui dis, moi, je vois vraiment pas bien et tout ça. Et je voyais pas peut-être même ses regards. On a des regards classiques on regarde le contexte social et peut-être qu'on va avoir des regards qui se croisent. Et moi, c'est que du coup, j'ai pas de regard qui se croise parce que je vois pas le regard des autres. Donc, il avait eu la sensation que je l'avais snobé, entre guillemets. Du coup, peut-être que là, je l'aurais dit dès le début, en effet, je me serais fait un ami plus tôt, quoi. Parce qu'en même temps, il est super sympa et c'est dommage, quoi. En fait, je ressens une responsabilité du fait que je peux pas non plus emprisonner une personne dans mon monde. C'est juste que ça demande un sacrifice que je suis peut-être pas prêt encore à demander à quelqu'un. Et cette personne, il faut vraiment qu'elle me manifeste qu'elle en a envie, donc qu'elle me transmette l'information, qu'elle veut bien se sacrifier un peu pour moi. Et c'est pas simple. Une relation facile, c'est pas avec moi, en fait. Très souvent, il me parle par exemple du regard des autres. Et en fait, quand on parle avec eux du regard des autres, très souvent, on s'aperçoit que c'est le regard qu'eux-mêmes portent sur eux. Et ils s'imaginent que tout le monde pense comme eux. C'est-à-dire que tout le monde les voit comme des êtres inférieurs, des êtres à qui il manque quelque chose. Moi, personnellement, quand j'ai perdu la vue à l'âge de 16 ans, l'idée qui m'est venue tout de suite après, c'est mais maintenant, plus aucune fille va s'intéresser à moi. Dieu merci, j'ai eu la chance de rencontrer celle qui est toujours mon épouse depuis 40 ans, 2 ans après mon accident. Je pense précisément que si je suis devenu son mari, c'est parce qu'au départ, pour elle, j'étais quelqu'un d'intéressant. Ma différence me rendait intéressant à ses yeux. Alors qu'au tout début, j'avais plutôt tendance à penser que ma différence, mon handicap, me rendait inintéressant. C'était tout le contraire. Je pense pas que je suis moins séduisant que d'autres garçons, mais je pense par contre que je peux pas déployer mon charme. On regarde les gens dans le tram, en tout cas tout le monde fait ça. Moi je regarde aussi les personnes qui sont un peu autour de moi, mais à part si je les fixe véritablement, je peux pas avoir des informations claires sur eux. Et donc même si je vois une fille qui est sympa dans le tram, à part si je la fixe du regard, c'est la seule manière que je peux lui faire comprendre qu'elle me plaît potentiellement. Et sauf qu'en même temps, à ce moment-là, je deviens pas séduisant, je deviens un peu gros lourd, quoi. Et du coup, comme je peux pas regarder, entre guillemets, du coin de l'œil, comme je vois pas, par exemple là, où j'ai pas de champ visuel accessible, je suis obligé de regarder en face, dans le blanc des yeux, et ça fait peur. Il y a encore de nombreux a priori qui conditionnent les relations sociales, mais il suffit parfois de pas grand-chose pour que les barrières tombent. Alors les parents sont très très souvent inquiets et ils ont même parfois des attitudes qui sont extrêmement surprenantes sur lesquelles d'ailleurs on est amené à travailler avec eux très souvent, comme par exemple des parents qui avaient organisé pour la communion solennelle de leur enfant une fête avec plus de 200 invités, parce que vous comprenez, comme ma fille ne se mariera jamais, voilà, donc des attitudes qui font entrer dans l'esprit de leur enfant l'idée selon laquelle, parce qu'ils sont handicapés, ils ne seront pas en mesure d'avoir une vie familiale, une vie sexuelle, une vie affective tout à fait ordinaire. En fait, énormément d'adolescents avec qui je travaille sont en souffrance pour des raisons diverses ou variées. Et très souvent, il suffit qu'il y ait eu un petit bisou d'un petit copain ou d'une petite copine, et là, tout change. Là, on a un soleil qui s'illumine. Les problèmes ne sont pas forcément tous réglés, mais au moins déjà, il y a une façon différente de les appréhender. On va les appréhender à la lumière de quelque chose qui est de l'ordre de la vie, quoi, qui est de l'ordre de l'amour, de l'avenir.
Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter l'Union nationale des aveugles et déficients visuels au 0800 940 168 www.unadev.com. Vous pouvez revoir cette émission sur France TV, le nouveau service vidéo de France Télévisions. www.france.tv/france-5/ à vous de voir avec des tirets /. Auteure-réalisatrice Céline Paris. Producteur délégué Emmanuel Schlumberger. Avec le soutien du Centre national du cinéma et de l'image animée et de l'Union nationale des aveugles et déficients visuels, UNADEV. Avec la participation de France Télévisions. Presse, Valérie Blanchet. Production, Céline Raffestin, Thomas Bonnet. Direction de l'unité de programme, Patrick Charles, Thibaut Romain. Direction déléguée, Environnement, Découverte, Art de Vivre, Patricia Corfi, Aurélie Taguet. Cette émission vous a été proposée par Bleu Cristal Média et France Télévisions.